Figaro. Les informations d'ici et d'ailleurs, c'est tout de suite sur TVC Bénin. Au sommaire de la Vespérale, lancement officiel de l'atelier départemental de réflexion avec les leaders religieux et des chefferies traditionnelles du plateau sur les normes du genre, de la santé sexuelle et reproductive. Un atelier au cours duquel le préfet Valère Setongo a préparativement à travers une communication édifiante pour les participants présents. Au Bénin, l'enregistrement des naissances constitue une grande préoccupation avec des conséquences souvent graves pour les enfants. Ils sont donc des milliers à atteindre l'âge de la scolarisation sans acte de naissance, ce qui les expose à toutes les formes d'exploitation, maltraitance, trafic d'enfants et constitue un grave handicap pour leur scolarisation. Les gouvernants ont donc pensé la cause en réformant le domaine de l'état civil, dont tout démarre par le RAVIP. Et puis en République démocratique du Congo, dossier de forage et lampadaire, le ministre d'État, ministre du Développement rural, François Robuta, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et Guy Mikulu Pombo, ancien ministre du Développement rural, sont interdits de quitter la ville de Kinshasa, mais aussi le territoire national. Les précisions en pied de journal. Merci de votre fidélité au programme de TVC Bénin. Le rançonnement donc sur nos routes est donc le phénomène qui revient de plus belle. La hiérarchie policière, à travers des communiqués, a fait donc savoir que certains fonctionnaires de la police, lors des opérations de répression des infractions au code de la route, s'adonnent donc à ces actes. Qu'en est-il de la part de la responsabilité des usagers contrevenants? Pedro Messangba et Aziz Baboumi ont tendu leur micro à quelques citoyens. Regardez. En moins d'une semaine, la Direction générale de la police républicaine a rendu public sur son site internet 2 communiqués. Des notes dans lesquelles elle dénonce des actes de rançonnement perpétrés par certains fonctionnaires de police lors notamment de la campagne de répression des infractions au code de la route en cours au Bénin. Je suis pressé, je suis en infraction et le policier, il est dans son rôle. Je ne vais pas me faire perdre du temps, je négocie avec lui. On a dit l'argent, face à l'argent, mais il va céder. Avoir un moyen de déplacement aujourd'hui au Bénin, c'est toute une fortune. Économiser pour l'avoir et du jour au lendemain se faire prendre par des forces de l'ordre et dire allez-y, emmenez la moto à la fourrière, faites ce que vous voulez avec ma moto, c'est pas évident. Pour cela, on est obligé sur le tas, sur le terrain, de pouvoir négocier. Et dans la négociation, il n'y a rien qu'on puisse faire si ce n'est de pouvoir débourser quelques billets de banque pour pouvoir vêtements sortis d'affaires. C'est pas bien, mais nous sommes déjà habitués au fait. La pratique à la peau dure et semble être banalisée. En même temps qu'ils avancent de telles raisons pour la justifier, ces citoyens conçoivent mal qu'un doigt accusateur soit porté que sur ces agents de la police républicaine qui se mettent dans la posture de rançonneurs, en violation évidemment des prescriptions du code d'éthique et de déontologie de leur profession. Le rançonnement en lui-même n'est pas occasionné par nos forces de l'ordre. C'est nous-mêmes qui proposons aux policiers. Parce qu'on ne veut pas se faire perdre du temps. Je crois que la première responsabilité vient d'abord à nous les citoyens. Chacun tente alors de proposer des solutions pour freiner la pratique du rançonnement sur la route et même dans les commissariats de police. Il faudrait que la population soit véritablement éduquée. Des gens qui ne connaissent pas, qui ne savent pas identifier les panneaux de signalisation. La personne tombe dans le piège et on le prend. Mais plus on sera sensibilisé, plus on aura l'information, je crois qu'on finira par dompter le phénomène. Celui qui a mis les règles, son objectif ce n'est pas de faire payer les citoyens. Il faut qu'on s'entende sur ce point d'abord. Dans d'autres pays, il y a des émissaires tapis dans l'ombre qui rentrent, qui commettent sciemment les infractions et voient la réaction de l'agent de la police. Et lorsque vous tombez dedans, vous êtes sanctionné à titre de modèle aux autres. Et quand vous êtes sanctionné comme ça, votre collègue ne va plus commettre les mêmes infractions. Si quelqu'un brûle le feu alors qu'il y a une caméra qui l'a capté et que ce dernier, on a tout ce qu'il y a comme renseignement sur lui,
Mais il sera à la maison et on viendra lui donner la contravention, il va payer. Il n'y a pas à bégayer, quoi. Pour certains, la digitalisation des procédures de paiement des frais de pénalité liés aux infractions routières actées il y a peu de temps pourrait réduire les actes de rançonnement. C'est un effort parce qu'avant, entre-temps, on t'envoyait au service de la comptabilité de la police. Mais aujourd'hui, les données ont changé. Il y a beaucoup de choses qui ont changé pour éviter d'abord l'argent de l'autre côté, dans la caisse noire et qu'on sort, donc c'est bien. Et petitement, je pense que ça va prendre. Vous pouvez payer les contraventions par votre portable directement sans remettre de l'espèce à quelqu'un. Voilà. Et puis, si vous vous sentez intimidé, il y a aussi des numéros verts que vous pouvez prendre et dénoncer aujourd'hui. À l'école, on nous apprend à être des citoyens modèles. Et parmi les choses à respecter pour être un citoyen modèle, c'est de ne pas être corrompu et de ne pas corrompre aussi. Donc, ces agents qui le font, ils le font sciemment et ils savent vraiment les risques qu'ils encourent. La police républicaine, à travers sa direction générale, a plus d'une fois fait savoir que des mesures disciplinaires seront prises à l'encontre des fonctionnaires de police qui fléchissent face aux billets de banque que leur proposent des contrevenants au code de la route indélicats. Pedro Messangbewa, bientôt les examens de fin d'année au Bénin. Les acteurs de l'éducation, notamment les responsables d'écoles et enseignants, s'arrangent pour la mise en œuvre totale du programme scolaire préétabli. À 1 mois et demi des compositions, quel est le niveau d'exécution du calendrier scolaire? Mad Mocho et Aziz Baboumi sont allés faire le constat dans quelques établissements. Le compte rendu dans ce reportage présenté par Elena Lisboa. Depuis le début de la rentrée scolaire, les apprenants ont reçu près de 90% du programme scolaire, ont rassuré nombre de responsables d'établissements rencontrés. C'est le résultat d'enseignants pragmatiques ayant connaissance du calendrier scolaire du gouvernement et rompus à la tâche. Au CM2, nous sommes déjà à 100% en éducation sociale, à 100% également en éducation scientifique et technologique. Je pourrais dire que nous sommes à 100% d'exécution dans tous les champs de formation. En mathématiques, nous sommes à 4 dossiers sur 5 et en français, nous sommes à 11 unités sur 12. Les programmes ont été déjà exécutés à 100% dans certaines matières. Quand je prends l'histoire et la géographie, c'est déjà exécuté à 100%. Je prends l'anglais, c'est déjà exécuté, la philosophie. Et dans certaines matières scientifiques, ils sont déjà à près de 90% de taux d'exécution. Ce qui veut dire que le programme suit son cours. Après, nous allons commencer les révisions. Les calendriers sont bien exécutés et les apprenants au pas. Les apprenants, quant à eux, saluent la rigueur des enseignants pour ce niveau d'exécution du programme à quelques semaines des examens de fin d'année. Toutefois, ils exposent ici quelques difficultés. Je me sens prête pour les examens qui s'annoncent en juillet. J'ai des difficultés en physique et en maths. Pour affronter les épreuves, je m'exerce à la maison. Prêt, je peux dire oui, mais bien préparé, pas encore. La difficulté, c'est qu'on voit que les cours sont beaucoup. On essaye de gérer. Aller au TD, on nous donne beaucoup d'épreuves aussi, on essaye de traiter. Ils veulent tous que nous ayons 100% dans nos salles. Donc, ils se dérangent pour nous expliquer plus les cours. Et puis, on nous donne aussi beaucoup d'exercices à s'exercer à la maison. Là, ça nous permet de comprendre plus ce qu'on a à faire d'avance. Je me sens prêt pour les examens qui arrivent. Il arrive parfois que je me bloque. Mais pour m'en sortir, je pose des questions au maître et il nous explique. Là, je n'ai plus de difficultés. Prêt peut-être, mais bien préparés, les apprenants en doute à cause du programme qui est toujours en cours d'exécution. Informer les leaders religieux, têtes couronnées et autorités communales sur la santé sexuelle et reproductive, c'est le but d'un atelier initié semaine dernière par la préfecture du Plateau avec l'appui technique des directeurs départementaux de la santé et ceux des affaires sociales et de la microfinance du dit département. Reportage Modeste Dabois. Et c'est lorsque la femme est déjà pratiquement à bout de souffle qu'on dit il faut vite l'amener à l'hôpital.
Le préfet du Plateau a procédé jeudi 25 avril 2024 au lancement officiel de l'atelier de réflexion départementale avec les leaders religieux et la chefferie traditionnelle sur les normes du genre et de la santé sexuelle et reproductive. Au Bénin, 4 à 5 femmes ou filles meurent par jour suite à des complications liées à la grossesse et à l'accouchement. De même, selon le plan opérationnel de réduction de la mortalité maternelle et néonatale 2018-2020, 200 femmes meurent chaque année au Bénin pour cause d'avortement clandestin et 1500 femmes meurent au Bénin en voulant donner vie. Deux différentes communications sont présentées aux invités venus des 5 communes du plateau. Il est essentiellement question des normes genre et de la santé sexuelle et reproductive. Il faudrait qu'on puisse mieux comprendre ce qu'on appelle le genre et la différence qu'on peut faire entre le sexe et le genre. Ensuite, la communication nous permettrait également de revenir sur les normes du genre en elles-mêmes. Nous allons partir également sur des exemples concrets par rapport à des situations. Quand on prend par exemple le mariage des enfants, c'est une norme du genre sur laquelle on peut par exemple travailler et qui peut avoir donc des ramifications par rapport aux questions de santé sexuelle et reproductive. Développer également les stratégies qu'on peut mettre en place quand même pour essayer d'inverser cette influence donc des normes du genre sur les questions de santé sexuelle et reproductive et surtout relever le rôle, sinon les rôles et responsabilités qui sont attendus donc des leaders religieux et des leaders traditionnels par rapport à l'inversion de cette tendance négative et à la promotion d'une santé sexuelle reproductive pour tous. Nous sommes là pour demander aux leaders religieux à nous aider à sensibiliser les populations sur la santé sexuelle et reproductive. On parle des consultations prénatales, on parle de la planification familiale, l'éducation sexuelle et reproductive au niveau de nos écoles, au niveau des églises et partout. Pour tout ceci, pour réduire les décès maternels et néonatals. Les participants trouvent salutaire cette initiative qui pour eux va changer les comportements. Les têtes couronnées, les maires ou leurs représentants et les leaders religieux s'engagent à accompagner les structures institutionnelles pour l'atteinte des objectifs en matière de promotion et de santé sexuelle et reproductive. Se faire enrôler, c'est le seul acte par lequel l'acquisition des pièces d'état civil et d'identification est donc possible en République du Bénin. Documents sans lesquels l'on ne peut donc accéder aux services sociaux de l'État. Grâce à certaines réformes, plus de difficultés dans l'acquisition donc de ces papiers. C'est ce que nous rappelle dans ce reportage Franck Lokosso. Il fait désormais partie du registre national des personnes physiques en République du Bénin. À travers cet acte d'enrôlement, Chafara Chafa peut désormais entrer en possession de ces pièces d'identification, des documents importants qui facilitent l'accès à tous les services sociaux de base en République du Bénin. Aujourd'hui au Bénin, vous ne pouvez rien faire sans RAVIP. Vous ne pouvez absolument rien faire sans RAVIP. Donc il est important que chaque Béninois, chaque individu, doit passer par l'année pour se faire enrôler. Et l'enrôlement est contre 0 francs. Et quand vous faites l'enrôlement, une semaine après la synchronisation, vous rentrez en possession de votre numéro NPI. Et c'est avec ce numéro-là que vous avez libre champ de faire tout ce que vous voulez, de demander toutes les pièces possibles que vous voulez. Ici, au 3e arrondissement de la ville de Parakou, cette opération se déroule chaque jeudi. Dans les années 2017 et 2018, il y avait eu un enrôlement. Et l'État a constaté, ou bien l'ANIPA a constaté qu'il y a plusieurs personnes qui ne se sont pas fait enrôler. Donc du coup, ils ont instauré le terme enrôlement continu dans tout le Bénin. Et chez nous ici, au 3e arrondissement de Parakou, nous faisons l'enrôlement continu tous les jeudis. Désormais, plus de difficultés dans l'acquisition de ces pièces d'identification grâce à l'appui de Wouri Bénin, projet d'identification unique pour l'intégration régionale et l'inclusion en Afrique de l'Ouest.
pour que après une semaine, au plus une semaine, l'intéressé puisse entrer en possession de ces pièces. L'opération d'enrôlement continu au RAVIP concerne également les nouveau-nés. D'ailleurs, ils sont pris en compte grâce à un processus qui démarre par la déclaration de la paternité dès les premiers jours, puis ensuite l'enrôlement effectif à la naissance. Depuis le 1er avril 2021, tout enfant né au Bénin est directement enrôlé. C'est-à-dire, l'État a instauré un système et quand vous êtes né, déjà, on vous fait déjà l'enrôlement à l'hôpital. L'enfant a déjà un numéro RAVIP. Et l'enfant, les parents viennent ici ou dans n'importe quelle mairie du Bénin avec la fiche de naissance, la fiche de reconnaissance de paternité et l'agent ANIP fait directement l'inscription au RNPP. Et une semaine ou 2 semaines après, l'enfant entre en possession de son numéro NPI qui va lui permettre d'obtenir son acte de naissance sécurisé. L'obtention de numéros personnels d'identification est gratuite et rendue possible par le projet Wouri grâce à l'appui financier de la Banque mondiale. La carte NPI, encore appelée CMOA, est utilisable pour tous les services sociaux de base, notamment les opérations bancaires dans les microfinances et autres institutions, aussi bien étatiques que privées. Eh bien, clap de fin pour le Festival international des arts du Bénin, un marché des arts et de la culture qui a rassemblé 6 jours durant plus de 200 000 visiteurs autour d'environ 200 stands. La cérémonie de clôture, c'était donc dans la soirée de ce dimanche sur une note de satisfaction. Reportage Pedro Messangbewa, Cédric Soni. Les rideaux de l'édition 2024 du Festival international des arts du Bénin sont tombés pour les organisateurs. C'est un pari réussi. C'est une belle fête des arts, 240 exposants, plus de 200 000 visiteurs, plus qu'inespéré. Je suis heureux, mon équipe et moi, d'avoir vraiment vu cette fusion entre tous les arts, la musique, la mode, le cinéma, les arts plastiques, la littérature. Je remercie tout le monde, je remercie les sponsors qui nous ont accompagnés, je remercie le gouvernement béninois et je fais moi-même une acclamation très forte à toute mon équipe. Et c'est l'occasion, je pense, de féliciter le promoteur qui, ma foi, a réussi une deuxième fois encore ce festival. Et c'est le moment de féliciter aussi tous les acteurs culturels et tous les artistes qui ont participé. Pour cette soirée apothéose, un spectacle riche en tableaux artistiques a été offert au public de Cotonou et aux festivaliers venus de plusieurs pays. Défilé de mode, prestations d'artistes, distinction d'acteurs du monde culturel et de l'influence. D'ailleurs, l'innovation de cette édition du FINAB est l'influence art. Parce que nous avons beaucoup d'artistes, nous avons beaucoup de créateurs de contenu que nous avons envie de mettre en lumière. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces créateurs de contenu que nos artistes arriveront à vendre leurs œuvres. Donc créer une liaison, un pont entre ces deux mondes permettront à nos artistes qui ont besoin de vendre de pouvoir justement avoir ce genre de personnes qui les accompagnent, ce genre de personnes qualifiées à faire de la publicité pour les accompagner. C'est justement dans cet ordre d'idées que certains créateurs de contenu ont été honorés à travers le challenge Révélation FINAB 2024. Il faut dire, la vérité n'a pas besoin d'un avocat, les preuves sont là, je suis en joie. Je n'ai que des sentiments de jouissance et de joie. Je suis vraiment fier de ce travail et de ce trophée-là. C'est une vidéo de challenge que j'ai eu à faire récemment pour promouvoir le vaudou Zambétan, le vaudou de mon village. Je suis fière, voilà quoi. Les mondes de nos ancêtres ne m'ont pas laissé quoi. Le FINAB se veut une vitrine internationale qui permettra aux artistes et aux entrepreneurs de vendre le fruit de leur travail à un large public et surtout diversifié. Une vision qui s'allie à la valorisation de la destination Bénin et du savoir-faire des artisans béninois. Pour le promoteur de ce rendez-vous annuel, l'édition prochaine s'annonce prometteuse.
Information hors des frontières béninoises à présent. En République démocratique du Congo, les ministres des Finances Nicolas Kazadi, du Développement rural François Roubota et son prédécesseur Guy Mekoulo ont été donc interdits de quitter le territoire congolais ce week-end. Une décision prise par le procureur près la Cour de cassation qui enquête sur le détournement de fonds publics et de corruption dans la passation et l'exécution d'un juteux marché de construction de forage d'eau dans le pays. Les précisions avec Elena Lisboa. Le procureur général craint que ces deux ministres en fonction et l'ex-ministre ne se soustraient aux poursuites judiciaires. Il affirme qu'ils sont accusés d'avoir détourné des fonds publics et devront répondre devant la justice. Samedi soir, Nicolas Kazadi, actuel ministre des Finances, a été débarqué d'un vol alors qu'il était attendu par une délégation du président Félix Tshisekedi à Berlin et à Paris. Son passeport diplomatique lui aurait même été confisqué selon les informations. Cette mesure intervient dans le cadre d'une enquête sur des allégations de surfacturation dans un contrat de forage et station de traitement d'eau en RDC. Le contrat en question, datant de 2021, aurait été entaché de surfacturation avec un paiement effectué 2 ans plus tard, alors que Nicolas Kazadi et François Rubota occupaient respectivement les postes de ministre des Finances et du Développement rural. L'État devrait se faire livrer plus de 1300 stations de forage d'eau à près de $300,000 la pièce. C'est bien plus cher que les 20 à $300,000 estimés par les organisations de la société civile. Et pour que lumière soit faite sur cette affaire, l'Association congolaise pour l'accès à la justice a demandé la saisie des biens et des comptes en banque des personnes impliquées dans la signature du contrat et le paiement. Les autorités, quant à eux, poursuivent leurs enquêtes. Premier ministre du Tchad et candidat à la présidentielle du 6 mai, Succès Masra, a appelé lors de sa tournée électorale dans le sud du pays ce week-end de ses militants à être la sentinelle du vote en prenant donc en photo les procès verbaux du dépouillement du scrutin. Regardez. Au Tchad, le code électoral ne prévoit ni l'affichage des procès-verbaux de dépouillement dans les bureaux de vote, ni leur remise aux mandataires des candidats. Les candidats peuvent obtenir ces PV plus tard au démembrement de l'Agence nationale de gestion des élections dont dépend le bureau de vote, un dispositif qui suscite la méfiance des candidats. C'est dans ce contexte que Succès Masra, Premier ministre, ancien leader de l'opposition et adversaire du président candidat Mahamad Idriss Déby, a appelé ses militants à être la sentinelle du vote en prenant en photo les PV de dépouillement du scrutin. La loi prévoit que le dépouillement soit fait publiquement et les résultats lus à haute voix, explique l'un des transformateurs avant de se demander ce qui fait peur à l'ange au point d'imposer une interdiction de prise de photos dans les bureaux de vote qui n'a pas été prévue par le code électoral. Selon l'agence chargée d'organiser les élections au Tchad, ce code n'est pas élaboré par l'ange. Elle est plutôt chargée de son application. Le rapporteur général appelle donc les citoyens tchadiens à la sérénité afin de permettre à l'agence de faire son travail. Le Mexique vit au rythme de la campagne électorale le 2 juin prochain. Plus de 97 millions de Mexicains seront donc appelés aux urnes pour les plus grandes élections de l'histoire du pays. Ils éliront députés, sénateurs, maires, gouverneurs ainsi que leur nouveau président de la République. Suivez plutôt. Parmi les thèmes abordés lors de cette deuxième rencontre, les infrastructures et l'économie du pays, ainsi que la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Des thèmes privilégiés par la favorite. S'inscrivant dans la continuité de la politique actuelle, la candidate Claudia Sheinbaum a à plusieurs reprises mis en valeur son bilan de la ville de Mexico et celui du gouvernement. D'origine autochtone et rappelant qu'elle avait connu la pauvreté, Xochitl Gálvez a cependant affirmé qu'elle était d'accord avec le slogan du président sortant, « Les pauvres d'abord » et qu'elle ne supprimerait pas les programmes sociaux de l'actuel gouvernement. Xochitl Gálvez a en outre promis d'exonérer d'impôts tous les salaires en dessous de 15 000 pesos mensuels, soit 872,30 $. Tant sur les questions économiques que sur les enjeux environnementaux, les candidats ont entrecoupé leurs propositions d'attaque personnelle et d'accusations de mensonges ou de corruption dans des affaires qui entachent les camps rivaux. Morena est devenu un narco-parti à accuser d'emblée Xochitl Gálvez en dénonçant l'extorsion que subissent les producteurs d'avocats ou de citrons
sous la menace du crime organisé en accusant Chaiboum d'être une narco-candidate en fin de débat. Les 3 candidats ont exprimé leur volonté de continuer ou de lancer des grands projets et des infrastructures au Mexique dans un contexte de croissance économique. Fin de ce journal qui reste néanmoins disponible en replay sur le www.tvcbn.com et sur l'application mobile TVC-BN. L'information est en continu sur TVC-BN car juste après moi, Ghislain Jérôme Diroquin s'installe pour les informations en langue nationale Fongbe.